Si je me place du point de vue de la sanitaire, du point de vue de la médecine, je suis médecin. J'ai bien entendu qu'à Jalmal, il y a un moment où on avait dit que les médecins, peut-être qu'ils... Donc je fais attention à ce que je dis. Mais on peut être médecin et avoir une réflexion citoyenne d'ailleurs. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'on peut être médecin et analyser avec un peu de recul la place excessive que notre société semble accorder à la médecine quand on parle par exemple du vieillissement. Qu'est-ce qui fait que notre société s'est tournée vers la médecine pour s'occuper des vieux et des mourants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus capable de mourir ailleurs pratiquement, sauf par accident, de mourir ailleurs qu'à l'hôpital? Que signifie cette tendance à la médicalisation du vieillissement et de la fin de vie et de la mort même? Il y a quelque chose d'étrange à tout cela. Il y a quelque chose d'étrange aussi au fait que notre médecine, qui a été chargée, semble-t-il, d'accompagner le vieillissement d'une façon sanitaire, et en miroir pas tellement d'une façon sociale, notre médecine, qui ne se distingue pas par sa capacité à se questionner avant d'agir, j'y reviendrai, notre médecine a tendance à faire au motif qu'elle sait faire. On sait traiter les composantes du vieillissement, ou les parts de la pathologie de ce que peut être le vieillissement. Ceci peut aboutir parfois à permettre la survie, je parle bien de survie, dans des conditions qui ne sont que souffrance pour certaines personnes âgées. Nous ne savons pas, en médecine, ne pas faire. Remarquez, on est aidé pour ne pas savoir cela, puisque ce n'est absolument pas valorisé de ne pas faire, puisqu'on valorise l'action, la performance. Mais si je me positionne en tant que médecin, il y a probablement des soignants ici, vous savez bien que lorsqu'on travaille dans un hôpital, on valorise les actes techniques. C'est ce qui rapporte de l'argent, l'acte technique. Le fait de réfléchir, par exemple, ne rapporte rien. Le fait de réfléchir collectivement pour appréhender une situation complexe, comme c'est fréquemment le cas autour de la fin de la vie des personnes âgées, ne rapporte rien, voire coûte. C'est ce que m'a dit il y a quelques années un directeur d'établissement en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que nous coûtent vos réunions là pour discuter ?» Parler des réunions hebdomadaires qu'on a dans des structures de soins palliatifs ou de gériatrie pour analyser les situations les plus complexes et discuter de la pertinence de faire au seul motif qu'on sait faire, voire d'aboutir à décider de ne pas faire. Donc, il me disait, vous êtes combien? Une vingtaine pendant 1 heure, 20 heures. 20 heures par semaine, 20 heures par le nombre de semaines d'une année. Est-ce que vous vous rendez compte le temps qu'on vous paye à ne rien faire? Et je pense que, s'agissant de performance, puisque c'est un mot très à la mode, qui vient du monde bancaire ou du monde industriel et qui arrive maintenant à envahir complètement le secteur de la santé, un critère de performance, c'est parfois de décider de ne pas faire, alors même que l'on sait que l'on peut faire. Si faire produit plus de souffrance que ne pas faire. Je ne sais pas si mon propos est clair, j'ai l'impression de... Mais ça me semble être quelque chose d'extrêmement important à valoriser. Donc, autrement dit, je suis en train de vous dire qu'à mesure que notre société vieillit et qu'elle confie à la médecine les conséquences de ce vieillissement, il faudrait qu'elle accompagne cela d'une obligation pour tout acteur de la santé, c'est très large mon propos, à se former, à réfléchir, à construire une réflexion de nature éthique, à débattre, parce qu'à plusieurs on est moins mauvais que tout seul, et à savoir décider parfois ce que la logique scientifique ou médicale nous aurait, l'inverse de ce que la logique scientifique ou médicale nous pousserait à faire. Et je pense qu'on aura un levier de progrès considérable à investir si le système de santé de demain valorise ce que je suis en train de vous dire. C'est en tout cas ce que je défends dans les contacts que j'ai au ministère, puis j'en profite en ce moment, puisque l'hôpital est en crise, j'en profite pour dire des choses comme ça. Parce que je pense que ça procède de la réforme nécessaire du système de santé, ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce qui me choque aujourd'hui, concernant personnes âgées et fin de vie, c'est qu'autant la médecine, à qui on a confié finalement le vieillissement et la fin de vie, peut amener à une augmentation de l'espérance de vie, alors ça a un côté positif, je vous ai dit que je mettais ça de côté. Mais quand la médecine, de son fait, génère du handicap secondaire, génère de la dépendance, génère de la souffrance, étonnamment, la médecine n'accompagne pas ce qu'elle génère.
Je vois la souffrance des personnes qui, à la suite d'accidents vasculaires cérébraux, ayant perdu une partie d'eux-mêmes et une conscience de cette partie d'eux-mêmes, souffrent beaucoup de ne plus se repérer par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur environnement. Ils se trouvent seuls. Nous n'avons pas franchi le pas de considérer que la question de l'indépendance ou de l'autonomie, l'indépendance fonctionnelle, l'autonomie psychique, si j'emploie ces mots, étaient peut-être des éléments dont il fallait que notre société et notre médecine s'emparent pour prévenir leur perte, accompagner cette perte, voire aménager l'environnement pour supporter cette perte. Quand je vous parlais de suicide tout à l'heure, alors là on en trouve plein, des gens qui, du fait de la médecine, se sont retrouvés avec une perte d'indépendance, voire un handicap grave, et qui ne le supportent pas. Nombreux sont dans notre société qui valorisent, voire survalorisent aussi cette autonomie. On pourrait en discuter longtemps, mais perdant cette autonomie, ne se sentent plus réellement en vie.